de recension honnête de ce qui se pense à l'époque, en termes de philosophie française, et il écrit, Bergson, alors il parle de Fouillé, il eut dans Guyot un disciple génial, moins célèbre que Nietzsche. Guyot avait soutenu, avant le philosophe allemand, en termes plus mesurés et sous une forme plus acceptable, que l'idéal moral doit être recherché dans la plus haute expansion possible de la vie. Alors il y a deux ou trois erreurs dans cette petite phrase. Guyot n'a pas été un disciple génial de Fouillé, enfin génial, on peut considérer qu'il l'a été, disciple de Fouillé sûrement pas. On a vu comment l'un l'autre avait une pensée vraiment singulière, autonome. On entrera un petit peu dans le détail de Fouillé en conclusion de cette année parce que la mauvaise réputation de Nietzsche en France, elle procède d'un ouvrage que Fouillé écrit. Mais à aucun moment on ne peut imaginer que Guyot était le disciple de son père, son beau-père, enfin son père en l'occurrence, puisque je dis toujours que le père c'est celui qui aime. Il n'y a pas de filiation intellectuelle et philosophique entre le père et le fils dans cette aventure. Ce sont deux pensées qui se ressemblent par plus d'un point, mais qui sont franchement dissemblables et qui ne vont pas dans le même sens. Le vitalisme de Guyot n'a aucun équivalent chez Fouillé. Avant le philosophe allemand, alors ça vous allez voir, ça tient pas la route du tout, je vais vous donner les dates et puis vous comprendrez tout de suite. En termes plus mesurés, ça c'est sûr, mais avec Nietzsche c'est pas difficile, et sous une forme plus acceptable de même, c'est très sage, c'est très soft, le style de Jean-Marie Guyot, que l'idéal moral doit être recherché dans la plus haute expansion possible de la vie, oui, pour l'idée que la plus haute expansion possible de la vie c'est l'objectif de la philosophie de Guyot, mais pour autant ça ne fait pas un idéal moral, c'est pas un idéal moral qu'il nous propose, puisqu'il nous dit, et c'est le grand malentendu aussi avec la pensée de Nietzsche, que c'est comme ça, c'est ainsi. On ne va pas se fâcher contre un orage, ça ne sert à rien. Votre colère ne changera pas les choses, il y a un orage, point, voilà. Aimez-le, dira Nietzsche. C'est un petit peu comme ça qu'il faudrait réduire un peu ces deux philosophies vitalistes à des choses extrêmement simples. Il y a une vitalité, consentez à cette vitalité-là, soyez conscient de cette vitalité-là, aimez-la. Et puis voilà, mais ça ne fait pas un idéal moral pour autant. Il n'y a pas vraiment une logique prescriptive chez Guyot, contrairement à ce que Bergson pourrait imaginer. Alors, la chose la plus importante, parce que finalement, en se faisant l'avocat de Guyot et de Nietzsche dans cette aventure, il suffit de regarder les dates. Avant, qu'est-ce que ça veut dire ? Guyot, il publie son esquisse en 1885. À cette époque-là, Nietzsche a déjà publié l'essentiel de ses livres. Peut-être pas les livres les plus nietzschéens, comme on le dit habituellement quand on parle de la généalogie de la morale ou de par-delà le bien et le mal, mais il a déjà publié son premier ouvrage, évidemment, puisque ça date de 1872, la naissance de la tragédie. Un livre à suivi vite fait qui s'appelle Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, 1872. Humain trop humain, 1879. Opinion et sentences mêlées, Le voyageur et son ombre, qui sont considérés comme des suites à Humain trop humain, ça fait un très gros ouvrage, et ça date de 1879, et puis Aurore en 1881, Le Gai Savoir en 1882, et Zarathustra en 83-85, puisque vous verrez, il y a plusieurs parties à s'étaler sur ces deux années-là. Donc, quand paraît l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Nietzsche est déjà en possession de la totalité de la thématique nietzschéenne. C'est-à-dire que, si nous cherchons vraiment les grands concepts de Nietzsche, ils se trouvent tous dans Le Gai Savoir. C'est-à-dire, il n'y a pas un concept nouveau qui apparaîtra après et qui aurait été susceptible d'être emprunté à Guyot et à son esquisse. Parce qu'évidemment, j'ai eu l'occasion de vous le dire, Nietzsche a lu l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction et l'irréligion de l'avenir. Donc c'est facile de dire, il a pillé, et puis il s'est servi, c'est que dit Fouillé, il s'est servi de Guyot, puis d'autres diront, la thématique est assez proche, et en fait c'est un genre de Nietzsche français. C'est-à-dire que avant la parution de l'esquisse, Nietzsche a déjà développé sa théorie de la mort de Dieu, sa doctrine de la volonté de puissance, c'est quand même essentiel, c'est-à-dire le Dieu est mort, la chose est dite clairement, il n'y a que de la volonté de puissance. Ensuite il nous dit, il y a l'éternel retour, du même, de l'identique, on reprendra tout ça, ce sera le contenu du cours sur Nietzsche. Il développe sa théorie de la mort fati, c'est-à-dire du fait qu'il faut aimer son destin, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui a lieu ne peut pas ne pas avoir lieu, donc aimer ce qui a lieu, c'est l'essentiel de la doctrine de Nietzsche. Et le surhomme, c'est ça. On développera précisément, bien sûr, mais le surhomme, c'est celui qui sait qu'il n'y a que de la volonté de puissance et qu'il faut aimer ce que la volonté de puissance nous fait être. C'est très simple, la pensée de Nietzsche, quand on la résume à cette phrase-là, on verra que c'est pas forcément compliqué, mais c'est tortueux de parvenir à cette simplicité-là, et je vous montrerai comment on y parvient. La doctrine du surhomme, c'est quand même important, se trouve déjà dans Le Gai Savoir, et puis le personnage de Zarathustra, la figure de Zarathustra. Donc c'est difficile de trouver un concept dont on pourrait dire que Nietzsche l'aura emprunté ou l'aurait emprunté
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.